Vous êtes toujours sur Radio Sous-Pente, on l'espère, nous on est un peu des grands naïfs. La maison, pas la maison, quoique c'est une maison aussi, la station des Rapins sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à racaille. Et tout de suite, à l'instant et sans attendre, nous allons vous causer dans le poste du Caravaggio. C'est le principal, c'est le gros menu, le principal du menu de cette émission artistique. Ouais, c'est un doc sur Arte qui nous a donné envie de parler de Caravage, un doc qui est passé la semaine dernière et voilà, on s'est dit Caravage c'est quand même un grand bonhomme, donc on va s'y replonger un petit peu. Alors je vais commencer par une bio, voilà, puis après on pourra lire un extrait de bouquin et puis quand même commenter ses œuvres qui est quand même le gros morceau et le plus intéressant, quoi. Alors Michelangelo, il s'appelle, voilà, Michelangelo naît à Milan, probablement le 29 septembre 1571. Il est le fils de Fermo Merisi et de Lucia Aratori, qui sont tous deux originaires de Caravaggio. Donc c'est Michelangelo Merisi de son vrai nom, et Caravaggio, qui est une petite ville de la région de Bergame, qui est alors sous domination espagnole. Le père de Michelangelo exerce des fonctions qui sont différemment définies selon les sources, c'est-à-dire qu'on peut le voir contremaître, maçon ou architecte. En fait, il a le titre de magister, ce qui pourrait signifier qu'il est l'architecte décorateur ou l'intendant de Francesco Ier Sforza. Ces deux familles, donc à Caravaggio, maternelle et paternelle, sont entièrement originaires de Caravaggio et appartiennent à la classe moyenne et sont honorablement reconnues. Costanza Colonna, qui est l'épouse de Francesco Sforza, a recours à plusieurs femmes de la famille Merisi comme nourrice pour ses enfants, et c'est une protectrice sur laquelle Michelangelo pourra compter à plusieurs reprises. La peste frappe Milan en 1576 et pour échapper à l'épidémie, la famille Merisi se réfugie à Caravaggio, ce qui n'empêche pas cette maladie d'emporter successivement le grand-père de Michelangelo et plusieurs heures plus tard, son père puis son petit frère. En 1584, la veuve et ses 4 enfants survivants sont de retour dans la capitale lombarde où Michelangelo, âgé de 13 ans, intègre l'atelier de Simone Peterzano, qui lui se dit disciple du Titien. Donc la maman, effectivement, a vite compris que son fils n'avait pas du tout envie de faire le même métier que son père, donc elle l'a tourné vers la peinture, et là elle a réussi à signer un contrat d'apprentissage pour son fils, qui moyennant 24 écus d'or pour une durée de 4 ans. Donc on suppose que Caravage, durant cette formation milanaise, côtoie aussi l'œuvre de nombreux maîtres lombards et qui, fort d'une bonne technique picturale, il quitte l'atelier de Simone Peterzano et va retourner à Caravaggio vers 1589, qui est l'année de la mort de sa mère. Il va y rester jusqu'au partage de l'héritage familial et on suppose qu'il part à l'été pour Rome, cherchant à y faire carrière comme beaucoup d'artistes. On peut supposer qu'il soit passé par Bologne et qu'il ait découvert des toiles de Hannibal Carracci et sa peinture de genre que j'ai découvert moi-même, qui s'appelle par exemple Le Mangeur de haricots. C'est une peinture vraiment très intéressante, quoi, et on retrouvera effectivement après dans les visages de Caravage, on peut retrouver aussi ces visages un peu naturalistes de ce qu'avait peint Carracci. La présence de Michelangelo est attestée à Rome en mars 1596. Il a alors 25 ans. Et à cette époque, Rome est une ville pontificale dynamique qui est animée par le Concile des Trente et la Réforme catholique. Michelangelo intègre d'abord un atelier de peinture à la chaîne. Là, il doit réaliser 3 têtes par jour dans des ateliers immenses où les peintres travaillent tous ensemble dans la même pièce et il est payé par tête reproduite. Il change ensuite d'atelier et va se consacrer à la peinture de fleurs et de fruits qu'il faisait à la perfection. C'est aussi sa période du jeune Bacchus malade, du garçon avec un panier de fruits, du Bacchus. Il a beaucoup de commandes sur Rome, des commandes qui peuvent venir de prélats, de cardinaux, de banquiers. Et sa collaboration dans cet atelier prend fin brutalement sans qu'on en connaisse vraiment les raisons. C'est à cette époque également que le statut des peintres va changer, sous l'influence du peintre Federico Zuccaro, qui transforme leur confrérie en une académie, qui est l'académie de Santa Lucia, académie donc de Saint-Luc. Ceci a pour but d'élever le niveau social des peintres en invoquant donc la valeur intellectuelle de leur travail. À Rome,
Caravage côtoie divers peintres locaux et d'ateliers, et pour survivre, il contacte des marchands afin de vendre ses tableaux. C'est ainsi qu'il va rencontrer donc le cardinal del Monte, qui est enthousiasmé par son tableau La diseuse de Bonaventure. Et malgré son titre, ce cardinal est un homme plutôt modeste, de très grande culture, qui est passionné d'art et de musique, et qui, enchanté par cette peinture, en commande bientôt une seconde version. Le cardinal avait auparavant commencé par une première acquisition, c'était le tableau des tricheurs. Et le jeune Lombard entre alors au service du cardinal pour presque 3 ans dans le Palais Madame. Le Palais Madame, c'est l'actuel siège du Sénat italien. Et là, on est en 1597. Et le cardinal del Monte offre à l'artiste donc un très bon statut, allant jusqu'à lui donner une place honorable même parmi les gentilshommes de la maison. Et le cardinal est l'une des personnalités les plus cultivées de Rome, autant féru de musique que passionné par des expériences scientifiques et des recherches en optique. Il possède une grande collection d'instruments de musique, ce qui va permettre à Caravage de réaliser des tableaux de musiciens avec autant de précision qui raviront tous ses collectionneurs. Il apprend aussi à jouer de la guitare baroque populaire, et donc sa réputation de jeune peintre se répand très vite. Il a 27 ans et ses œuvres sont recherchées et sa renommée est établie. Il reçoit la commande de 3 grands tableaux représentant la vie et le martyre de Saint Matthieu, et les commandes tant privées qu'officielles se succèdent à un rythme soutenu. Il gagne énormément d'argent. Caravage bénéficie de bon nombre d'avantages au contact de Del Monte, comme celui de porter une épée. Certains tableaux qu'il va faire vont être refusés par des ecclésiastiques, mais en fait seront vite achetés en privé. C'est ce qui va se passer avec ce tableau dont on reparlera tout à l'heure, qui s'appelle La mort de la Vierge, où ce serait une prostituée qui aurait été prise comme modèle pour représenter la Vierge. Et en fait, ce tableau, Rubens le racheta immédiatement pour le compte du duc de Mantoue. Ouais, une prostituée qu'on aurait assassinée. Voilà, c'est un tableau qui est actuellement au Louvre, donc on a très envie que le Louvre réouvre pour aller pouvoir voir ce tableau pour de vrai quand même. Et voilà, et Caravage, pour ses tableaux, on retrouve souvent des mêmes modèles qui sont des gens du peuple. Les années qu'il passe à Rome sous la protection du cardinal ne sont toutefois pas exemptes de difficultés. On sait qu'il a la réputation d'être bagarreur, susceptible, violent. Il connaît plusieurs séjours en prison. Mais on peut aussi rappeler que c'est ce qui se passe pour un grand nombre de ses contemporains. Que les affaires d'honneur à ce moment-là se règlent souvent au début du XVIIe siècle par un duel. Et qu'il se fait aussi par ailleurs plusieurs ennemis qui contestent sa manière de concevoir ce métier d'artiste peintre. Notamment, un de ses ennemis notoires, c'est le peintre Giovanni Baglione, qui est un virulent détracteur qui s'en prend souvent à lui et qui va contribuer durablement à ternir sa réputation personnelle, la réputation personnelle de l'artiste. En mai 1606, une rixe éclate entre un ami de Caravage et son débiteur, probablement pour une histoire ancienne de dettes impayées. Caravage porte assistance à son ami et va tuer Ranuccio Tomassoni. Voilà, Ranuccio Tomassoni est le fils d'une puissante famille, donc Caravage est recherché pour meurtre et il est condamné par contumace à la décapitation. Donc pour échapper à ça, il s'enfuit. Il va partir à Naples et là il retrouve sa protectrice, la marquise Colonna. Naples étant alors sous domination espagnole, la police papale ne peut intervenir. Donc il va trouver rapidement des soutiens, des admirateurs, des commandes. Naples, à cette époque-là, n'avait pas encore beaucoup de grands artistes, donc Caravage y trouve argent et succès. Il reste une dizaine de mois et il va quitter Naples pour Malte. Sa protectrice l'aide à nouveau et le grand maître de Malte a envoyé 2 requêtes au pape, une pour demander d'une part sa grâce et le faire chevalier de l'ordre de Malte. Sa demande de grâce et chevalier de l'ordre de Malte, c'est une requête, ce qu'il va obtenir donc en juillet 1608. Mais la consécration à Malte ne dure pas. Dans la nuit du 19 août 1608, il est le protagoniste d'une nouvelle affaire de violence et au cours d'une nouvelle rixe, Caravage se mêle à un groupe qui tente de pénétrer de force dans la maison de l'organiste de la cathédrale. Là, il est jeté en prison et il s'en échappera par une corde et Kiltmat. Il est en conséquence radié de l'ordre, non pas pour ce qu'il a fait, mais simplement déjà pour s'être échappé de prison. On suppose qu'il aurait même peut-être il aurait même pu avoir une forme de clémence s'il avait attendu les conclusions de la commission d'enquête. Il part pour Syracuse et en 9 mois, là à Syracuse, va peindre une trentaine d'œuvres monumentales
et avec l'appui de ses protecteurs, et en peignant ses tableaux qui sont toujours inspirés par ses commanditaires qui sont profondément religieux, empreints d'une certaine humanité, et il s'emploie toujours, lui c'est son but, à obtenir la grâce du pape pour pouvoir rentrer à Rome. C'était un peu ce qu'il veut depuis le début, c'est retourner à Rome. En octobre 1609, il retourne à Naples. Dès son arrivée, il est grièvement blessé dans une nouvelle bagarre par plusieurs hommes qui l'attaquent et le laissent pour mort. La nouvelle de sa mort remonte même jusqu'à Rome, mais il va survivre et continue de peindre sur commande plusieurs tableaux. En juillet 1610, il apprend que le pape est enfin disposé à lui accorder sa grâce s'il demande son pardon. Donc, voulant brusquer le destin, il quitte Naples pour se rapprocher de Rome. Il s'embarque alors sur une felouque qui fait la liaison avec Porto École, c'est actuel en Toscane, et il emporte avec lui plusieurs tableaux qui sont destinés au cardinal Borghese, et il va en laisser d'autres à Naples. Il fait escale dans une petite baie naturelle sur le territoire des États de l'Église qui héberge alors une garnison, et quand il est à terre, il est arrêté par erreur ou malveillance, il est jeté en prison pendant 2 jours, et cet épisode intervient alors que le pape lui a déjà accordé sa grâce. Et Caravage espère donc enfin pouvoir revenir à Rome, mais il va mourir en chemin, et son décès est enregistré à l'hôpital de Porto Ercole le 18 juillet 1610, alors qu'il a 38 ans. Et les documents issus de la querelle suscitée par son héritage ont permis d'éclairer en partie ces événements et d'identifier son dernier domicile napolitain. Mais les détails de sa mort restent encore obscurs. Il y a eu plusieurs versions. Il y en a qui disent qu'il avait été retrouvé mort sur la plage. Enfin voilà. Donc là, on a l'impression qu'on se rapproche un petit peu de la vraie fin du Caravage. Le document précis de son certificat de décès qui a été retrouvé en 2001, donc dans le registre des décès de la paroisse de Saint-Érasme de Porto Ercole, signale qu'il est mort à l'hôpital donc de Sainte-Marie Auxiliatrice des suites d'une maladie. Et en 2010, les restes de Caravage auraient été retrouvés dans l'ossuaire d'une église de Porto Ercole et identifiés grâce à des analyses au carbone 14 qu'on estime à une probabilité de 85%. On imagine atteint d'une intoxication chronique au plomb ainsi que de la syphilis. Le peintre serait mort d'un état de faiblesse générale et d'un coup de chaleur. La réalité de cette découverte est toutefois contestée par de nombreux experts scientifiques et par aussi des historiens de l'art. Et en fait, quelques années plus tard, un travail qui associe des anthropologues italiens, un microbiologiste et les équipes d'un institut médico-universitaire de Marseille ont étudié la pulpe de plusieurs dents prélevées sur ce squelette exhumé en 2010, et en combinant des méthodes de détection, les auteurs démontrent que cette personne était porteuse d'un staphylocoque doré qu'il aurait pu contracter via une blessure. Donc voilà, on pense que c'est cette bactérie en fait qui aurait causé la mort de Caravage. C'est une étude qui a été publiée dans le Lancet, donc le Lancet qui est quand même une référence scientifique, et c'est un article qui est de 2018. Voilà, donc sachant que le risque, les ossements sont sûrs à 85%. Donc voilà ce qu'on sait un petit peu de la vie de Caravage. Ah bah dis donc, heureusement qu'il a vécu que 38-39 ans, parce que une émission qui durait 8 jours. Non, mais c'est en fait quand on lit plusieurs choses, bon, il faut rappeler que Caravage, on a toujours fait un mythe de quelqu'un qui était toujours violent, bagarreur, et que finalement, quand on lit un petit peu des documents plus précis, on s'aperçoit que à cette époque, il y avait aussi quand même cette violence qui était là partout, quoi. Bien sûr. Oui, enfin, je ne veux pas faire de rapprochement douteux, mais le Villon que je lis là de Lequeux, c'est un peu la même chose. C'est 2 siècles avant, mais je veux dire, c'est un siècle aussi, le 15e, en tout cas à Paris, très, 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 très violent. Et ça s'est pas calmé les siècles qui ont suivi, hein, parce que bon, il y avait quand même des quartiers, ce qu'on appelait les bas-fonds des capitales, etc., où traînaient tous les aigrefins, tous les truands, etc., les prostituées, bon, voilà. Et là, dans ces quartiers, bien, tout était possible. Et comme le Caravage aimait bien fréquenter justement tous ces lieux un petit peu, comment on pourrait dire, un petit peu
cosmopolite, eh bien, voilà, il était souvent mêlé à des bagarres de quartier, à des bagarres de rue, quoi. Ouais, alors il était souvent assisté d'un de ses amis, et en fait, il y a des documents qui attesteraient qu'en finalement, il y aura peut-être une confusion dans les notifications entre Caravage et son ami. Donc finalement, ça peut être aussi son ami qui a été aussi beaucoup interpellé, quoi. Oui, bien sûr, oui. Enfin bon, il n'était pas non plus innocent, Caravage, on ne peut pas dire. Voilà ce qu'on peut raconter sur sa vie. Et toi, qui regarde mes peintures, elle t'étonne, cette clarté dans le noir, nette et sans bavure. Moi qui ne suis qu'un bandit, un peintre voyou et maudit, un peu comme oui c'est ça, assassin et génie, à la recherche de la lumière de vie. Et je voyage en clair-obscur, Rome, Syracuse, Malte, l'aventure. Traqué, je vais désespéré. Chevalier, imposteur ou légende en cavale, je sème mes chefs-d'œuvre, j'en appelle à la grâce. Moi qui ne suis qu'un peintre, un bandit contraint à l'exil. Un peu violent, un peu déviant, rebelle à tout, mais habile courtisan, un fugitif, en désespérant errant. Et je voyage en clair-obscur, Rome, Syracuse, Malte, l'aventure. Traqué, je vais désespéré. Et je peins les tricheurs, le Narcisse, l'ange et Saint-Mathieu, le repas à Emmaüs, la diseuse de Bonaventure. Bonaventure, quelle aventure, ces fêlures sur l'armure. Je ne suis qu'un mystérieux éclair, imprévisible. Je ne suis qu'un mystérieux éclair, imprévisible. Tout en exil forcé et condamné, condamné, condamné. Amour. Et dans mes peintures insolentes, insouciantes, j'ai inventé un jeu de pistes et de cachettes, un testament à ma façon, peut-être. Je ne suis qu'un peintre, un bandit, marginal et banni, un cerveau dérangé, demi-fou, demi-dieu. Un cerveau dérangé, demi-fou, demi-dieu. Demi-fou, demi-dieu. Et je finis ma vie sur une plage près de Rome, un peu comme Le Caravage, interprété par Zanni Boni. Et vous êtes toujours sur la station des Rapins sans foi ni loi ni courbette, Radio Sous-Pente, et l'émission Araka est consacrée pour sa partie artistique au Caravage, dont vous venez d'entendre quelques extraits de la vie, sélectionnés par mon camarade, qui est une érudite, incontestablement, et qui va poursuivre son petit parcours avec un extrait qu'elle a tiré
d'un livre sur le Caravage, un livre de Dominique Fernandez, un extrait de Course à l'abîme. Voilà, Dominique Fernandez donc, est un écrivain né en 1929, c'est important de préciser son âge. Ce roman a été écrit en 2002, donc Course à l'abîme. Et ce Course à l'abîme donc, fait référence, ce titre, à un épisode de la 4e partie de la damnation de Faust de Berlioz. Donc Dominique Fernandez est membre de l'Académie française, c'est un spécialiste de l'art baroque et de la culture italienne, et c'est important de préciser tout ça. Voilà, donc il a écrit ce livre qui est un gros volume, que j'en ai lu une partie, pas tout, parce que j'ai pas eu le temps de tout lire. Donc je me suis arrêtée sur un extrait, sur le chapitre 6, c'est la rencontre de Caravage avec ce cardinal Del Monte qui en fait va complètement changer sa vie lors de son arrivée à Rome. Avec ma corbeille de fruits pour tout bagage, je ne sais dans quel atelier j'aurais pu me faire admettre. D'ailleurs, je ne voulais plus dépendre de maîtres qui m'apprenaient si peu et me traitaient si mal. Pour l'avouer franchement, au risque de paraître prétentieux, je ne voulais plus entrer chez aucun maître, ni me sentir empêché de peindre à ma guise. Autant dire que j'étais bon pour mourir de faim, s'il ne s'était fait alors comme une révolution dans le commerce des œuvres d'art. Donc il va rencontrer des jeunes filles qui aimeraient bien lui servir de modèle, et donc elles vont l'amener chez un marchand d'art. En échange de la promesse que je les amènerais chez moi le jour où je disposerais d'un atelier, elles m'abouchèrent avec un marchand français qui avait italianisé son nom et ouvert une boutique via Cuctignani entre le palais du même nom et la place de la Rotonda. Monsieur Valentin, devenu Messer Valentino, examina d'un œil de connaisseur ma corbeille de fruits, puis me dit de patienter quelques jours. Mon tableau, selon lui, bien que dépourvu de valeur commerciale à cause de son sujet, pourrait être du goût d'un de ses clients, personnage considérable, ajouta-t-il d'un air entendu. Tu as beaucoup de chance, c'est un des rares qui collectionne les natures mortes. 3 jours après, je retournai chez Messer Valentino. Un homme vêtu d'une simple soutane noire bordée de rouge, mais chaussé d'escarpins si bien vernis qu'il restait brillant au milieu des flaques de boue, discutait avec le marchand. Je lui donnais de 45 à 50 ans. À son visage rond et imprégné d'une bonhomie heureuse, il essayait de conférer une physionomie plus sévère par une barbiche taillée en pointe. Plusieurs domestiques l'entouraient, mais aucun carrosse ne stationnait aux alentours. « Le voici, dit Messer Valentino en me désignant. » L'homme à la barbiche se déclara fort satisfait de ma corbeille de fruits. Il m'en proposait 20 écus, somme exorbitante, en tout cas disproportionnée à ce qu'elle valait. N'ayant plus que quelques bailloques en poche, je me demandais comment je réglerais ma logeuse. Pourtant, au lieu de sauter sur l'occasion, je repoussais une offre qui, par l'énormité même du montant, constituait une offense. Une rage subite me saisit. Qu'on pût disposer de mon tableau en plein air, sur la chaussée, qu'on en fixât le prix entre les passants, du seul fait que je manquais de pain et que ma pauvreté se lisait au milieu de ma figure, me sembla un affront intolérable. « Mon tableau n'est pas à vendre, dis-je sèchement. Messer Valentino m'adressait des signes désespérés. « Dommage, dit le client, je voulais te passer une commande. » Se croyait-il tout permis parce qu'il avait un liseré rouge à sa soutane et ne prenait pas la peine d'astiquer lui-même ses souliers? Je ne suis pas à l'encan, continuai-je sur le même ton. Sans paraître s'offusquer de ma grossièreté, il quitta le marchand sur une parole affable, reprit sa barrette de la main d'un de ses domestiques et, suivi de sa petite escorte, tourna le coin de la rue d'un pas tranquille en direction de la place San Luigi dei Francisci. « Malheureux !» s'exclama le marchand. « Quelle mouche t'a piqué! Sais-tu qui te fait l'honneur de s'intéresser à toi ?» Rien de moins que son éminence le cardinal Francesco Maria del Monte, ambassadeur du grand-duc de Toscane, à Rome. Il reçoit pendant la journée au palais Madama, à 2 pas d'ici, tout près de l'église des Français dont il est le protecteur. Il est si riche qu'il dort dans un autre palais. L'honneur d'un artiste vaut bien la fortune d'un cardinal, qu'il garde son argent et me laisse ma fierté. Super, mais ça me fait penser à une histoire un peu semblable avec Modigliani et ce marchand d'art Barnes qui voulait lui acheter une peinture pour en faire une réclame. Il vendait des parfums, je crois quoi. Et Modigliani qui reprend tout son petit bazar en disant « Quoi ? Ma peinture pour faire de la réclame ?» alors qu'il était vraiment dans une misère noire. Voilà, il y a quelque chose dans ces attitudes qui est quand même assez... voilà,
Ça fait du bien. Ouais. Alors ce bouquin est intéressant. Alors il y a un parti pris. Dominique Fernandez montre clairement Caravage comme un homosexuel. Je pense qu'il était bisexuel en fait, et qu'il parle parce qu'il parle beaucoup de ses modèles, comment il rencontre les jeunes garçons, comment il va peindre. Mais il y a aussi une grande culture sur l'Italie de cette époque-là, et donc c'est rempli de détails foisonnants. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à prendre dans cet ouvrage, quoi. Oui, parce que c'est ça que je trouve un peu stupide, si je peux dire ça comme ça. Parce que tu es homosexuel, tu vois tout à travers le prisme de l'homosexualité. Je suis désolé, mais un artiste aussi prodigieux que le Caravage, on peut un peu dépasser ses considérations sur l'homosexualité. Mais en fait, je préfère le préciser, parce qu'effectivement, c'est vraiment le parti pris que prend Dominique Fernandez dans cet ouvrage. C'est vraiment cette perspective, c'est vu à travers l'homosexualité du Caravage. J'imagine Perfit écrivant sur le Caravage, ça aurait été la même chose. Voilà, non mais c'est important, je pense, de le souligner. Mais je précise aussi qu'effectivement, il y a une telle culture sur cette Italie du XVIe siècle, du XVIIe siècle, que c'est passionnant. Il commence d'ailleurs, au départ, il resitue quand on change le calendrier, parce que le 1er janvier, l'année débutait pas partout au même endroit, donc ça commence par des rappels historiques. Non, je pense que c'est quand même un bon bouquin, quoi. Vous venez d'écouter un extrait de Monteverdi, Les Vêpres de la Vierge. Oui, qui sont vraiment une illustration parfaite, d'une part, du travail de Caravaggio, qui a fait beaucoup d'œuvres concernant la Sainte Vierge, mais voilà. Qui avait souvent pour modèle des prostituées, dont une qui est celle qui va tremper dans la rivière à Rome, c'est qu'elle... c'est ça. Enfin, bon, bref, dans la rivière qui traverse Rome, vous voyez, notre culture, quand même, elle a des limites. Voilà, ce cadavre parce que c'est une prostituée qui avait l'habitude de poser pour lui, et elle a été assassinée par son souteneur, balancée dans c'est pas le Tibre, hein, et puis elle a été repêchée, et Caravage l'a reconnue, enfin, des amis à Caravage l'ont reconnue à sa robe rouge, que lui avait offert d'ailleurs le Caravage, puisqu'elle adorait cette robe dans laquelle elle posait, et donc il a utilisé ce cadavre pour une peinture qui s'intitule
C'est la mort de la La Vierge. mort de la Vierge, voilà, c'est ça. Voilà. C'est Ah, justement c'est cette peinture qui a été refusée par les ecclésiastiques parce qu'on trouvait que la Vierge avait quelque chose de bien trop humain. Enfin, donc les ecclésiastiques l'ont refusée. Par contre, elle a été achetée pour le duc de Mantoue. Bah oui, bien sûr. Les laïcs, dans ce cas-là, ils ont quand même un peu plus de goût que les... Enfin, pas du goût, mais voilà, ils sont un peu plus libéraux que les ecclésiastiques. Et d'ailleurs, au niveau quand on parle de clin d'œil ou de tout ce que tu vas raconter, tout ce que Caravage peut mettre dans ses tableaux, Dominique Fernandez, dans le bouquin, là, fait dire au cardinal Del Monte que on peut aussi se servir de la mythologie pour mettre des choses, des détails dans les tableaux, justement, que la mythologie excuse tout, parce que c'est de la peinture d'art, donc la grande peinture, et que là, on peut se laisser aller à certains petits détails qui sont libres d'interprétation. Et il y a d'ailleurs des petits détails qui sont assez savoureux, que j'ai fait remarquer à ma camarade qui l'avait pas vu. Voilà, vous êtes donc toujours sur Radio Sous-Pente, j'en ai marre de le rappeler, mais quand même il faut, parce que on ne sait jamais, si vous avez oublié que vous étiez sur cette Radio Sous-Pente, la station des Rapins sans foi, sans loi, sans Corbette, que vous écoutez l'émission à Racaille, et qu'on vous parle du Caravage déjà depuis un moment. Comme ma camarade est un puits de science, vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors l'œuvre. Je me sens un peu petit pour vous en parler d'une manière savante, comme monsieur machin truc, là, Dominique Fernandez, qui est un spécialiste. Moi, je suis spécialiste de rien du tout. Je suis seulement spécialiste de la sensation que j'éprouve devant une œuvre. Voilà, du sensible. Moi, je suis pas un intello, et donc le sensible, chez le Caravage, vous en prenez dans la gueule à toutes les œuvres que vous pouvez regarder, même en reproduction. Ça, c'est rare que les reproductions donnent des sensations. En général, c'est toujours très pauvre par rapport aux œuvres originales. Et ma camarade a raison de dire vivement qu'on puisse se bouger, aller au Louvre, voir des Caravages. Je pense qu'on va découvrir autre chose que sur les reproductions. Mais quand même, on voit cette intention tout le temps, d'approcher une forme de vérité, un peu naturaliste, voilà, ne serait-ce que par le choix de ces modèles qui sont, encore une fois, qui ne sont pas des modèles idéaux, on ne peut pas dire, qui sont des gens de la rue, enfin des rustres, des truands, des prostituées, des souteneurs, bref. Tout le beau monde qu'il pouvait y avoir dans les rues des villes pour lesquelles il a travaillé, parce qu'il a travaillé pour Naples, il a travaillé pour diverses, pour Rome, pour Milan, etc. Voilà. Non, la grande révolution du Caravage, c'est en quelque sorte, quand même, je crois, le clair-obscur. Il y avait un autre grand artiste français italien qui était spécialiste du clair-obscur, ou c'est Rembrandt. Je fais plus oui, je pense que ça doit être Rembrandt, voilà. Mais lui, le Caravage, c'est le XVIIe siècle. Oui, parce qu'il est mort en 1610, c'est vraiment le début du XVIIe, quoi. Alors, moi, au-delà des personnages naturalistes, je répète, qu'il utilisait en ayant des modèles de gens de la rue, c'est ces éclairages qui me fascinent, parce que il arrive toujours dans ses œuvres, si vous voulez, à trouver un point focal, mais avec l'éclairage, souvent avec l'éclairage. Même s'il y a une foultitude de visages éclairés, il y a quand même ça fait une unité dans son interprétation, la manière dont il éclaire tout ça. Voilà. Et moi, je suis complètement fasciné par cette technique. Quand on pense qu'à cette époque-là, on avait des bougies ou la lumière du jour, mais ces peintures sont pas faites avec la lumière naturelle. On sent qu'il y a un éclairage qui est recherché avec des bougies, justement. Voilà. Et arriver là, je vois par exemple David et Goliath, on voit un David qui tient la tête de Goliath par les cheveux, il a décollé la tête de Goliath de son corps, et il la tient à la main, mais voilà, on voit le torse de David qui est éclairé,
et la tête de Goliath qui est plus dans l'ombre, mais ce qu'on en voit en tout cas, c'est assez effrayant. Enfin, on se doute bien qu'il vient pas de faire une partie de Gene Remy. et voilà, c'est le génie du Caravage, c'est de montrer, moi je pense simplement avec la lumière et l'ombre, de créer les atmosphères qui vont avec le sujet qu'il représente. Voilà. C'est David et Goliath, si vous voulez, simplement avec cette peinture, on n'a pas besoin d'en savoir plus. On se dit qu'il y a le drame qui est là dans toute son horreur, et avec un David qui n'est pas franchement un David niais ou bêta, mais il y a une espèce de densité dans sa manière de bouger qui est quelque chose d'assez extraordinaire qu'on puisse faire en tout cas avec quelques poils au bout d'un bout de bois et de la couleur. Voilà, Ouais. Alors il y a aussi les expressions justement de ces personnages. Moi, elles m'époustouflent un petit peu, que ce soit effectivement la tête de ce Goliath, ou Judith qui coupe la tête d'Holoferne, là où on voit effectivement ces visages, les dents. Enfin, on est dedans. On est aussi quand même dans cet instant où ça vient de se passer. Il y a le sang qui coule et on participe complètement de l'action du tableau, je trouve, quoi. Absolument, mais il y a la posture aussi il y a la posture des modèles. Il y a les corps sont toujours un petit peu tendus, tordus. C'est pas des corps comme ça qui nonchalants. Non, il y a toujours une espèce de torsion dans la flagellation que j'ai sous les yeux. Alors le sujet principal est très central et éclairé, et les gens qui pratiquent la flagellation sont plus dans l'ombre. Ont pas l'air vraiment par leurs attitudes, etc., de gens très gentils, voyez-vous. Il y a aussi on regardait tout à l'heure avec ma camarade une peinture où une espèce de personnage très jeune qui avait une épaule en avant. Là aussi, c'était, si vous voulez, voilà, non, c'est pas celui-là. Il y a toujours dans ces comment dirais-je, la manière de poser, on sent qu'elle est travaillée par l'artiste. Il laisse pas ces modèles comme ça. Il y a vraiment une rigueur dans la pose des modèles. Là, je suis sur la crucifixion, le crucifiement. Tiens, je ne savais pas qu'on disait crucifiement. De Saint-Pierre, il est sur une croix qui est inclinée vers la droite. Donc il est dans une position pas très confortable, on ne veut pas dire, surtout qu'il commence à être cloué, mais il y a un personnage qui supporte la croix, qui est complètement tordu, les fesses en arrière. Il y a deux autres personnages, il y en a un qui essaye, ils veulent soulever la croix avec une corde qu'il a dans le dos, où on sent la tension. Pour essayer. Et puis Saint-Pierre qui se demande ce qu'il fout là, il a l'air un peu égaré, un peu perdu, et il souffre en même temps. Voilà, dans tout ça, c'est que les mouvements, ça part à droite, ça part à gauche, ça part en haut à droite, dans le coin de l'œuvre. Il y a Saint-Pierre qui crée une diagonale, vraiment une composition, quoi, absolument classique, mais en même temps, il n'y a pas que la composition, pas que le classicisme, il y a aussi l'émotion intense que ça dégage. Moi, Même le tableau dont tu es passé là tout à l'heure, justement, quand ils sont tous autour d'une table, que le Christ arrive là en pointant du doigt, la composition est tout à fait remarquable, quoi. Là, il y a plusieurs personnages, les éclairages de chacun, c'est vraiment un grand travail, quoi, avec une fenêtre opaque au-dessus au-dessus de la scène. Et moi, j'ai en mémoire là un des derniers qu'il a fait quand il était à Syracuse, donc en Sicile, là, en hommage à la chapelle pour Sainte Lucie, où justement, je crois que c'est la mort de Sainte Lucie, et en fait, il peint un tableau monumental qui est quasiment nu, les trois quarts est nu, mais avec des dégradés de tons et tout ça, et avec Sainte Lucie effectivement et les autres personnes autour. Et il y a souvent dans ces tableaux, pareil, c'est une touche de carmin, de rouge qui est là. Enfin, non, il y a quelque chose de très très bien construit, quoi.
Oui, dans Le jeune garçon mordu par un lézard, il y a un mouvement de recul parce qu'il vient d'être mordu. Quand on est mordu, on ne peut pas dire qu'on sourit vraiment. Mais là, dans la réaction du jeune garçon, il y a une épaule qui arrive en avant, là, un truc complètement tordu, et il y a si vous voulez, une main avec des doigts qui sont dans des positions qui n'existent pas presque dans la réalité, mais qui traduisent cette douleur, cet étonnement après cette morsure d'un petit lézard, quoi. C'est pas une morsure de crocodile, hein. Voilà. Et il y a l'attitude de ce jeune garçon, il y a tout ce qui peut exprimer la surprise, la douleur, voilà. C'est traduit d'une manière tellement, comment on peut dire, un mot impactante. Voilà. Mais cette surprise, je trouve qu'on la retrouve aussi dans sa Gorgone Méduse, là, oui, tout avec à fait, ce visage. D'ailleurs, c'est le même garçon qui pose avec cette expression d'horreur là, et cette gorgone avec tous ces serpents qui partent de ses cheveux serpents qui partent dans tous les sens, et ce sang qui coule effectivement du cou, quoi, qui était destiné à être sur un bouclier justement pour effrayer l'ennemi, quoi. Mais c'est ce qui est en plus tout à fait extraordinaire chez cet artiste, et c'est que dans le tableau Les Tricheurs, c'est un des plus connus, un des plus copiés, je crois, de son registre, on passe, si vous voulez, de choses de tension extrême, de corps tordus, etc., à des scènes très paisibles, très, très douces, où il n'y a aucun excès dans la gestuelle, avec des éclairages tout à fait classiques. Il n'y a pas de clair-obscur. Là, c'est une belle lumière qui rend une surface toute douce, etc. Avec un rendu des habits damassés impressionnant, quoi. Une technique, oui, c'est quand on sait la manière dont la technique qu'il avait, la haute technique qu'il avait pour réaliser des natures mortes, on n'est pas étonné parce que dans cette composition, ce sont des êtres humains, mais ils sont traités un peu comme des natures mortes, quoi, avec autant de recherche dans la finition, dans le détail, dans l'exactitude technique, etc. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. On n'arrêtera pas d'extraordinaire. D'ailleurs, justement, Caravage était le premier à dire que pour lui, il lui coûtait autant de soins pour faire un bon tableau de fleurs qu'un tableau de figures. Oui, il mettait ça vraiment au même niveau, et il consacrait autant d'énergie, ce qui explique qu'effectivement ces rendus de bouquets sont absolument extraordinaires, quoi. Oui, et ces rendus de bouquets, par exemple, dans Le jeune garçon portant une corbeille de fruits, je vous dis, la corbeille de fruits, c'est vraiment du grand art, quoi. Voilà. Le jeune garçon est là comme faire valoir. Il porte une corbeille de fruits, mais c'est comme s'il portait, je sais pas, le petit enfant Jésus dans ses bras, quoi. Parce que voilà, il y a une finesse dans le rendu des fruits. Bon, c'est un peu bateau ce que je vais vous raconter. C'est ce qu'on raconte toujours quand on veut des natures mortes. On a envie de bouffer les fruits, quoi. Mais vraiment, c'est voilà. Et par contre, dans ce petit Bacchus malade, oui, on voit qu'il a un teint, il est un peu gris, hein, il n'a vraiment pas bonne mine, quoi. C'est vraiment, comme on pourrait dire, on est mal à l'aise avec ce petit Bacchus malade là, qui se bouffe une grappe de raisin. Il y a deux espèces de, je sais pas si c'est des abricots, des pêches ou quoi, et du raisin noir. Là, ce qu'il mange, c'est un raisin blanc. Mais c'est maladif, c'est pas, il n'y a rien. Son attitude, son visage, c'est plus que maladif, c'est malsain. Voilà. Je trouve que c'est une peinture malsaine. Alors, un des spécialistes maintenant aujourd'hui de Caravage, c'est Roberto Longhi, hein, qui a beaucoup participé à identifier la redécouverte, parce qu'on peut effectivement préciser que Caravage a été oublié pendant pratiquement 3 siècles, hein, c'est quand même énorme. C'est vrai qu'aujourd'hui ça nous paraît incroyable qu'un peintre de cette renommée ait pu passer à la trappe pendant aussi longtemps.
Et donc Roberto Longhi s'est vraiment attaché à retravailler sur Caravage et c'est lui souvent qui est sollicité pour identifier les tableaux parce qu'il y a eu énormément de copies effectivement sur la Diosse de Bonaventure, les tricheurs, c'est des tableaux qui ont été énormément copiés. Donc c'est lui qui est capable de dire ce qui a été fait ou pas par Caravage. Alors dans sa technique aussi de travail, on disait qu'il n'avait pas de dessin préparatoire, qu'il faisait des incisions sur la toile. Bon, là, c'est pareil, c'est ce qu'on a dit. Aujourd'hui, on n'est pas sûr de ça. On peut imaginer qu'il ait pu aussi détruire tous ces dessins préparatoires. Ce qui est un fait, c'est qu'on n'en a pas retrouvé. De là à dire qu'il n'en avait pas, parce qu'il a quand même des compositions qui sont vraiment très élaborées, quoi. Oui, mais en même temps, maintenant, avec les moyens techniques qu'on possède, on n'a pas trouvé, si vous voulez, sous la couche picturale, une préparation au fusain, ou comme c'est chez la plupart des artistes contemporains de son époque. Voilà, on n'a rien retrouvé de préparatoire dessous la couche picturale de finition. Mais bon, ça, c'est pas, on s'en fout un peu. Hein. L'essentiel, c'est que, pour moi en tout cas, c'est que c'est un prestigitateur de la peinture, quoi. Et que s'il a disparu pendant 3 siècles, c'est certainement pas anodin. C'est que c'est pas une peinture pour la petite bourgeoisie du 18e, du 19e, du 20e. Du 20e, c'est là qu'il a été redécouvert. Donc, ouais. Mais bon, si vous voulez, on aime le goût bourgeois n'est pas vraiment un goût aussi sûr qu'on a. Il y a que qui donne la mesure de l'art. Il n'y a que les milliardaires maintenant. Avant, c'était les collectionneurs encore, ça pouvait avoir un intérêt parce que c'était des gens qui connaissaient l'art, qui aimaient l'art pour l'art. Maintenant, c'est les milliardaires qui n'en ont rien à foutre. Ce qu'ils voient, c'est la plus-value qu'ils peuvent en tirer, ou etc., ou prestige, enfin, peu importe. Mais, si vous voulez, les gens qui donnent le ton, ou qui font l'art, après qu'il ait été créé par des artistes qui la sautent, la plupart du temps, c'est des mecs qui ont du fric, mais qui n'ont aucun goût, et surtout pas le goût d'une Sainte Vierge qu'on a retrouvée dans le Tibre, morte, gonflée et tout, et puis après qu'on met en position pour être peinte. Non, ces trucs-là, ils aiment pas trop. Hein. Ils préfèrent les petits machins gentils, voilà, l'art saint-sulpicien plutôt que l'art en Caravage. Hein. Ouais. Alors, moi, je peux préciser que pour préparer cette émission, en fait, il y a ce doc qui est passé sur Arte, je crois qu'il est encore disponible en replay, que je mettrai en lien. Il y a eu aussi plusieurs émissions sur France Culture. On a lu aussi le premier tome de la BD de Manara, donc voilà, La Palette et le Glaive, je crois. Et donc on attend le deuxième tome qui doit être disponible en bibliothèque, qui est pour l'instant emprunté. Donc voilà, quelles sont un peu nos sources de documentation. Et il y a eu d'autres émissions. Il y a une émission sur France Culture aussi sur son Narcisse. Bon, ça j'ai pas pris le temps de l'écouter, j'ai pas eu le temps. Oui, alors pour les amoureux de Picasso, ça existe. Hein. Moi-même, j'ai une certaine. Enfin, il y a pour quelques œuvres de Picasso comme Guernica, évidemment, j'y suis absolument tout à fait sensible. Mais Picasso qui a osé dire, c'est quelque chose, et il y a des documents filmés qui l'attestent, qui a osé dire que Caravage était nul. Je veux dire que, mais d'une manière générale, Picasso détestait la peinture italienne, c'est curieux quand même. Et pour lui, la meilleure peinture, c'était la peinture espagnole. Désolé, mon pote, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai qu'en Espagne, il y a eu des pointures, hein, ça, incontestablement. Mais la peinture italienne, quand même, dire que le Caravage, c'est un gros nulos, non, quand même, là, j'y ai un truc que je ne comprends pas tout à fait. Voilà, bon, on espère qu'on vous a un peu fait partager notre enthousiasme pour ce peintre quand même hors du commun, quoi. Oui, si vous pouvez, si vous avez la chance d'être dans une région où il y a un musée qui en a, puis il y en a un peu partout, des Caravages sûrement, qui soient, mais bon, en ce moment c'est bouclé, c'est dommage. Mais voilà, on est quand même un petit peu, surtout ma camarade, elle est au 400 coups parce qu'elle ne peut pas aller voir au Louvre le Caravage. Del
derrière la saleté, s'étalant devant nous, derrière les yeux plissés et les visages mous, au-delà de ses mains, ouvertes ou fermées, qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà le concert des sanglots et des pleurs et des cris de colère des hommes qui ont peur, par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de charretiers, plus forts que les enfants qui racontent les guerres et plus forts que les grands qui nous les ont fait faire. Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, les berceuses des mères, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement, les berceuses des mères, les prières des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Il nous faut regarder, interprété par Jacques Brel. Et vous êtes, mais pour peu de temps encore, je vous rassure, sur Radio Soupente, la station des Rapins 100 fois sans Louis et sans Courbec, l'émission à Racaille, qui va cercer beaucoup, mais qui vous a parlé de l'œuvre et du personnage Caravage dans sa partie artistique. J'espère que on m'a fait passer un petit quelque chose. Et tout de suite, on va se faire les expos. Enfin, on va se faire une expo. Ouais, une expo, grâce à Geneviève qui a les suppléments de Télérama, comme quoi ça a quand même du bon parfois Télérama, ce petit supplément sortir. Donc une galerie qui est ouverte à Paris, c'est la galerie Martel, 17 rue Martel dans le 10e arrondissement, et une exposition, c'est La Forêt, Thomas Hoth. Alors La Forêt, c'est une série de cartes à gratter qui sont construites comme une histoire de voyage un peu initiatique, fantastique à travers la forêt par rapport à la mort et l'univers un peu justement magique et fantastique de la forêt, avec un travail vraiment remarquable sur la carte à gratter, quoi. Ouais. Quand on pense qu'une carte à gratter noire, vous savez, vous grattez le noir et dessous il y a le blanc. Bon. Eh bien, avec un petit stylet, le travail de cet artiste, c'est quelque chose d'invraisemblable. Il y a des milliers de traits, c'est d'une précision, c'est des tout petits formats. Combien ils peuvent faire les formats? 10, 12, 10... un peu plus, moi je dirais 15-25, non? 15-20, je sais pas. Peut-être 15-20, ouais. Enfin, tout petit format en tout cas, et ça fourmille de traits, avec des lumières magnifiques, enfin, c'est une finesse de travail. Il y avait un petit bouquin, ils ont dû se marrer, les imprimeurs, pour le faire, parce que c'est, si vous voulez, c'est doser le noir pour que les blancs soient pas complètement... encrassé, etc., que tout ça soit parfait, ça devait être un sacré boulot. Et puis le bouquin, d'après ma camarade, coûtait pas une fortune. Mais je crois qu'il était à 22 €. Alors en fait, là c'est une histoire en 25 tableaux, il n'y a pas une ligne de texte, quoi. On progresse dans l'histoire. Et donc il y a l'enfance, et quand on lit un petit peu ce que raconte Thomas Hoth, alors Thomas Hoth est un artiste suisse, je crois qu'il est zurichois, et il fait référence à Franz Maserel. Et c'est pas étonnant, parce que même si Maserel est un travail de gravure sur bois qui est beaucoup plus brut, oui, tout à fait. Il y a quand même quelque chose qui peut y faire penser, parce qu'il parle de 25 images de la passion d'un homme, donc je pense que c'est ça aussi qui l'a inspiré, quoi. Oui,
Et j'ai jamais, vous entendez quand même, je commence à avoir un peu de bétail, un peu trop même, j'ai jamais de ma vie côtoyé un travail comme celui-là. C'est vraiment un travail en plus de galérien, parce que je sais pas combien de temps il mettait sur une petite gravure, mais ça devait être quelque chose de considérable, voilà. Et pour un rendu, mais super magnifique, on pourrait même peut-être dire sublime, voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est la publicité, le bouche à oreille, ça, mais ça n'arrêtait pas dans ces galeries. On n'a jamais vu ça dans les galeries, autant de gens qui défilent et qui achètent. Ma camarade, parce que moi je suis resté, j'ai fait le tour, j'ai bien regardé chaque image, ce qui est rare chez moi, et je suis sorti parce que les atmosphères de galerie, ça me... Bon, bref. Puis la galériste, ça a l'air d'être un adjudant qui pète quelque chose, genre de personne, oui, que ma camarade supporte, mais pas moi. Voilà. Donc je suis sorti, mais vraiment, c'est encourageant d'ailleurs de voir que un artiste comme lui génère ce mouvement de foule. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il n'y a pas grand-chose à voir en ce moment, oui, c'est vrai. Mais que ce travail est en plus remarquable. Donc je pense que le bouche à oreille, oui, doit fonctionner. C'est une exposition qui est ouverte jusqu'au 21 février, ouais. Si on est encore libre de se bouger oui, c'est la semaine prochaine. Oui. On espère que non, mais voilà. Non, mais dans un quartier comme ça, c'est quand même assez étrange, parce que c'est pas vraiment un quartier de galerie, hein, faut voir. C'est sinistre. Hier, il pleuvait et tout. Non, c'est avant-hier. Samedi, ouais. Il pleuvait. C'était sinistre, franchement sinistre. Nous, avec mes camarades, on a été goûter à Vincennes, hein, parce qu'on voulait goûter. On avait ce qu'il fallait pour goûter. Un petit brioche, je sais pas quoi, là, comment t'appelles ça ? Un cramique au chocolat. Un cramique au chocolat. Et donc, mais c'était vraiment si triste, c'est du côté de Bonne Nouvelle, là, qu'on est allé, on s'est rapatrié à Vincennes, et à Vincennes, on a trouvé un banc à côté de l'église, hein, et en face du marchand de cranique d'ailleurs. Carmen et la Hurlette. Hein, Carmen et la Hurlette sur le banc, c'était nous, et il pleuvait, et puis en plus, et ma camarade a pris 2 cafés au lait, hein, 2,70 le café au lait. Non, mais c'est Vincennes. Les 2 cafés au lait, c'est plus cher que le cranique. Ouais. Bon. C'est Vincennes. Voilà. C'est Vincennes, voilà. Et il faisait froid, donc effectivement, partant avec un couvre-feu à 18h, les bistrots fermés, les restaurants fermés, oui, on et la pluie, et le vent, et le froid, et la gueule des gens, vous voyez, c'était un samedi formidable. Voilà, mais enfin, l'exposition vaut vraiment le déplacement. Donc, si vous pouvez y aller rapidement, n'hésitez pas. Quoi. Ça valait le sacrifice. Voilà. Donc, voilà pour le culturel. Les livres, moi, j'ai commencé donc le bouquin de la petite Lolo, là, Les Nids d'Hirondelles. Et j'avoue que je suis à fond dedans. Voilà, donc je vais le terminer rapidement, et puis j'irai passer mon petit micro à Laurence pour qu'elle nous raconte un peu, qu'elle nous parle un peu de ce bouquin, mais j'avais envie de le terminer avant de l'interviewer. Ouais. Et moi j'ai encore 3 ou 4 bouquins à lire, j'ai à peu près 2 000 à 3 000 pages à lire. Bon. Et je vous rendrai compte de tout ça en fin d'année. Voilà. Mais c'est vrai que Robert écrit la suite de Mitraillette, et il écrit pour notre auditeur de Brest, William. Mon seul lecteur, quand même. Et alors, mais j'avais un galériste que j'aimais par-dessus tout, c'était mon mentor, un Anglais, Gordon Fraser, qui me dit Robert, si vous avez une personne qui comprend, qui aime votre travail, il est justifié. J'ai cette personne, donc je suis heureux. Voilà, on vous dit salut, à la semaine prochaine. Tu fais les remerciements ? Oui, bien sûr, oui. Je vous rappelle d'ailleurs, d'abord, ensuite, et tout de suite, et jamais, et à votre écoute, que Radio Support est la station des rapins sans foi, sans loi et sans combette, qui émet depuis un dernier diffuse sur internet, aracaille.fr. Et le salut aux Amanches, Claude et André de la Nation. André, ça y est, c'est la forme. Karine, vous êtes comme ma camarade, va aller voir demain. Nous allons avoir un petit rendez-vous entre Guézès.
Bon, je veux pas en savoir plus. Marie-Christine Béguet, notre... en fait, t'as des nouvelles? Non. Tu sais pas si elle est... Non, je sais pas Bon. si elle a déménagé dans les Cévennes. Une graveuse émérite aussi, de Pugeot dans le Gard, qui devait aller dans les Cévennes, déménager. Là, il paraît qu'elle a acheté une baraque là-bas. Mais bon, on n'a pas encore de nouvelles, on ne sait pas si elle y est ou si elle y est pour. Hein. Claude et William, nos amis de Brest. Brest sous l'eau. Voilà, bon. Et William, c'est mon lecteur, hein, attention. Pas de ricanement, s'il vous plaît. Jean-Paul Souvraz, notre peintre de coups de carte-branche dans la banlieue de Dunkerque, un peintre qu'on adore. Claudine, une autre, parce que ma camarade a beaucoup de copines, il faut le dire tout de suite, donc il faut s'y retrouver. Hein. Claudine, qui est une copine de ma camarade, ils travaillaient dans la même entreprise, toutes les deux, voilà, qui adore l'art et qui, bon, voilà, elle peut parfois donner des tuyaux à ma camarade. Jean Peluzzi, Jean Peluzzi qui est dans l'Oise, hein, dans Val d'Oise, ça se dit le Val d'Oise, ouais. Qui nous en envoie bien bonne de temps en temps. Merci Jeannot, on t'aime. Corinne, notre tapissière préférée, qui tapisse d'une manière extraordinaire. Joël, notre arlésienne du Caire, qui est partie au Caire, qui y est en ce moment, enfin on croit en tout cas. Anne-Emmanuel et Fredo, dit Frédéric, tous les deux des artistes aussi, qui sont proches de nos cœurs. Juliette Planck, une graveuse de chez Graveuse, en relégation Rochefort-sur-Mer, voilà, qu'on aime beaucoup, bien sûr. Clément, le Vincent Van Gogh de la gravure, qui grave sur tout ce qui bouge, entre Vincennes et Montreuil. Agnès Dubar, une graveuse, un peu, comment dirais-je, épaisse comme une tringle à rideau, mais qui fait des gravures géantes sur bois. Thierry Morciot, un graveur de bruxellois, dont on adore le travail, un peu fantastique, comme savent le faire les gens du Nord. Colette, Jacqueline et Nicole, trois veuves méritantes qui consacrent leur vie à la mémoire de leurs compagnons artistes, et pas n'importe lesquels, croyez-moi. Liliane et Laurence, alors, deux écrivaines qui signent sous le pseudo de Claude Isner, elles écrivent toutes les deux, elles se collent toutes les deux au boulot sur un ouvrage. Et croyez-moi que ça déménage. Et ma camarade, comme elle vous l'a dit, elle est en train de lire la dernière mouture de leur héros, là. Comment il s'appelle déjà? Jérémy Nelson. Jérémy Nelson, voilà. Ça se passe à Paris et elles ont une doc d'enfer sur le Paris des années 30. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, qui nous a refilé sur le coup du graveur de cartes à gratter. Michel Pellouel, un peintre, vraiment un peintre, qui était mon voisin du dessus. Quand j'étais en dessous, je suis plus en dessous, j'ai déménagé maintenant. Alors, mais lui est resté au-dessus. Et on se regrette vraiment l'un et l'autre. Bon, on s'habitue à nos silences. Marie-Christine et Christophe, deux militants de chez Militants. Cécile, tu la sens ma cinquième puissance? Oui, ma Cécile, on la sent toujours ta cinquième puissance, et on t'aime. La Rousse flamboyante, qui anime deux émissions sur une radio, on ne dira rien du tout, mais par contre les émissions, elles sont super, comme celle de José Arthur du Mélange. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre qu'on a découvert chez Florence Quenu, la grande librairie pour Marlotte, hein. Colette et Alain, des mécènes qui mécènent, mais alors d'une gentillesse de peur de Normandie. Christophe, dit Lulu, commissaire priseur. Dominique Paulin d'Ardouin, une galériste qu'on adore et qui malheureusement pour ces jeunes peintres qu'elle aidait est repartie rejoindre les prairies du Grand Manitou. On espère que là-haut elle fait du bon boulot. Marie-Pierre, une docteure mécène aussi, qu'on espère que ça va mieux et que j'espère que je vais la revoir un de ces quatre. Et Marie Dognaud, une galériste vagabonde.
La motion de la carte sur le blog à rockeye.fr. Et je cite une pause musicale avec Faut vivre de Malesmal, une chanson de Mouloudji. Salut à tous. Salut. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue un enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.